Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission radio de l'Europe Direct Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Permettez-moi de profiter de cette première émission de l'année 2025 pour vous souhaiter une très bonne année. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des enjeux énergétiques et géopolitiques que traverse l'Europe. Depuis sa fondation, l'énergie a été un pilier de la construction européenne, symbolisant solidarité et paix dans un continent en reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Désormais, face à l'agression russe en Ukraine et à l'impératif de rompre avec une dépendance énergétique historique, l'Union européenne est appelée à repenser ses choix stratégiques pour garantir sa souveraineté. L'Europe est à un tournant décisif. Dans Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen, Adina Revol revisite cette histoire et ouvre le débat sur les choix stratégiques à venir. Pour en parler, nous sommes heureux d'avoir à distance, depuis Paris, Adina Revol. Bonjour Madame Revol. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Adina Revol, vous êtes une spécialiste des affaires européennes, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Vous venez donc de publier Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen aux éditions Odile Jacob. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Pourquoi ce sujet de l'énergie? L'Union est confrontée à d'autres questions cruciales et stratégiques. Oui, deux choses m'ont motivée à écrire ce livre. D'abord, mon histoire personnelle, puisque je suis née en Roumanie et en 2009, alors que j'étudiais en France, je me trouvais en vacances chez mes parents en Roumanie. Et donc, j'ai vécu la deuxième guerre de transit russo-ukrainienne sur ma peau. Donc, j'ai vécu le manque d'énergie, même si la Roumanie n'était pas le pays le plus mal loti. Il y a eu la Slovaquie et la Bulgarie qui étaient bien plus mal lotis que la Roumanie, mais j'ai connu les conséquences directes de ce chantage énergétique russe sur l'Union européenne. Donc à ce moment-là, je me suis dit que la géopolitique de l'énergie était quelque chose de très concret qui avait un impact direct sur la vie des citoyens. J'ai encore en tête les images que je voyais à la télé de ce qui s'est passé en Slovaquie ou en Bulgarie où les écoles étaient fermées. Et donc ce moment, je dirais, a défini ma trajectoire de carrière. Donc j'ai toujours voulu travailler pour la Commission européenne, vu que j'ai connu le communisme en Roumanie dans mon enfance. Et après, je me suis dit, il faut que je donne un sens à mon engagement auprès de l'Union européenne. Et la géopolitique de l'énergie, c'est quelque chose de très concret qui a un impact très fort. Donc, je me suis spécialisée dans ce sujet lors de mes postes à la Commission européenne. Et puis le deuxième point qui m'a motivée à écrire ce livre, c'est la rapidité avec laquelle l'Union européenne a rompu avec la Russie. On dit que l'Union européenne est lente, qu'elle ne sait pas prendre de décisions. Et alors là, elle a rompu en moins d'un an avec une dépendance qui était mortifère et elle a su le faire avec force, détermination et unité. Nous sommes passés donc en 2022, on était à 45% des importations gazières de Russie et enfin à la fin de l'année 2022. On était à 15%. Donc c'était un fait géopolitique majeur. Bien entendu, on n'a pas encore tout à fait sorti de notre dépendance. Donc la rupture n'est pas encore totale puisqu'il reste environ 12% aujourd'hui de dépendance gazière envers la Russie. Donc on finance de manière indirecte la guerre en Ukraine. Mais cette rupture avec la Russie a redéfini le paysage géopolitique mondial. Donc voilà, c'était ma deuxième motivation pour écrire ce livre. On reviendra sur les éléments qui ont amené comment l'Union européenne est sortie ou en tout cas est en train de sortir de cette dépendance. Mais avant tout, on va revenir un peu dans l'histoire parce que dans votre ouvrage, vous revenez sur les origines du projet européen et rappelez que l'Union européenne a toujours été indissociable des questions énergétiques, ce que peu de monde savent. Pourquoi il y a un lien si direct entre l'énergie et l'Union européenne ?
Oui, l'énergie, c'est dans l'ADN du projet politique européen, puisque le charbon et l'acier sont à la base du projet européen. Donc le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc le traité de Paris, a lancé la construction européenne et même sa philosophie, c'est-à-dire la coopération économique pour la paix. Or, pour faire la guerre, il fallait du charbon et de l'acier. Donc, on a mis ensemble le charbon et l'acier pour que la guerre ne soit plus possible entre les ennemis d'hier, la France et l'Allemagne. Donc la philosophie du projet politique européen est là. C'est la coopération énergétique et économique pour faire la paix. Et le traité CECA instaure aussi l'équilibre de pouvoir dans l'Union européenne, c'est-à-dire avec à l'époque une haute autorité qui est devenue par la suite la Commission européenne, qui représente l'intérêt supranational, donc l'intérêt général, équilibré par le Conseil des ministres, donc les États membres, et le Parlement européen qui, à l'époque, n'était pas élu au suffrage universel direct, donc qui représente le peuple de l'Union européenne. Donc tout est là, en fait, tout est là. C'est la base de notre système actuel. Mais il y a un autre traité qui est venu ultérieurement, qui est le traité de Rome, qui va instaurer un peu plus tard ce que sera le marché unique, le marché commun. Mais à côté de ce traité de Rome, en 1957, il y avait un autre traité qui est aussi très peu connu, qui est le traité Euratom, qui prévoit la communauté européenne de l'énergie atomique. La France était à l'initiative de cet accord, mais c'est quoi Euratom ? Oui, tout à fait, vous avez raison. À Rome, il y a eu 2 traités qui ont été signés le même jour. Donc, le traité qui institue la coopération économique et le traité Euratom qui institue la coopération pour le nucléaire civil. Et à l'époque, le traité Euratom avait le vent en poupe et il était même plus prometteur que le traité instituant la coopération économique. Pourquoi ? Parce que dès l'époque, il y avait la question de l'autonomie stratégique. Il ne faut pas oublier qu'on était après le canal de Suez avec les crises et donc en fait on était à la recherche des solutions d'indépendance technologique. Et le nucléaire civil, la coopération sur le nucléaire civil en faisait partie. Mais pourtant, la politique énergétique est longtemps restée une compétence nationale. Pourquoi ? Effectivement, vous avez raison de le rappeler et c'est la raison pour laquelle l'Union de l'énergie a été en partie pendant longtemps impossible à réaliser. Pourquoi ? Parce que dans le traité de Rome, il n'y avait pas de compétences au niveau européen en matière d'énergie. Donc on avait une communauté pour le charbon et l'acier, une autre communauté pour la coopération pour le nucléaire civil, mais on n'avait pas de coopération énergétique au niveau européen. Et pourquoi ? Puisque l'énergie était vue comme trop importante pour la laisser au niveau européen, pour déléguer une partie de compétences. Il se trouve que... Pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Il se trouve que des progrès ont été réalisés avec le marché intérieur, donc le projet lancé par Jacques Delors lorsqu'il était président de la Commission européenne. Donc on a commencé à avoir plus d'intégration, plus d'union de l'énergie grâce au marché intérieur. Et après, en 2014, avec un budget européen pour les infrastructures stratégiques, donc pour les réseaux énergétiques les plus importants pour créer ce marché européen de l'énergie. Le vide institutionnel laissé par le traité de Rome a été rempli en 2009 avec le traité de Lisbonne. Donc l'Union européenne a une compétence en matière d'énergie depuis 2009. Mais malgré donc le nucléaire, le charbon, progressivement donc ce grand marché qui va faire que on est obligé aussi de créer un grand marché de l'électricité, l'Europe est pourtant devenue dépendante de la Russie et notamment de son gaz. Comment la Russie est-elle parvenue à devenir un fournisseur majeur d'énergie en Europe ? Margrethe Vestager a eu une formule que je trouve intéressante. Nous n'avons pas été naïfs, nous avons été stupides. Il se trouve que il faut regarder du point de vue historique. Dans les années 70, l'Allemagne a lancé, avec le chancelier Willy Brandt, a lancé une politique qui s'appelle la politique de normalisation avec l'URSS, donc qui est connue dans l'histoire sous le nom de Ostpolitik. Et cette normalisation était basée sur une illusion aujourd'hui. L'interdépendance
symétrique, c'est-à-dire que l'URSS et la Russie après avaient autant besoin de l'Allemagne et de l'Europe que l'Europe avait besoin du gaz russe. Or, l'énergie est un instrument de puissance et même une arme géopolitique. On l'a vu, Vladimir Poutine l'a utilisé. Et donc, les États membres étaient divisés. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à construire une Europe de l'énergie, parce que les États membres étaient divisés sur ce que j'appelle dans le livre le facteur russe. Certains alertés, notamment les pays de l'Est qui ont connu l'URSS et les pays baltes, alertés sur le danger de la Russie. Et d'autres, donc notamment l'Allemagne, menaient tambour battant la suite de cette hausse politique, notamment avec les gazoducs de la discorde, donc Nord Stream 1 et 2. Et donc, on n'avait pas de vision commune, notamment à cause du fait que le gaz russe était très compétitif. Donc très peu cher. Donc on a construit la compétitivité sur le gaz russe pas cher, au point qu'après l'invasion de la Crimée et l'annexion de la Crimée, les importations de gaz russe ont augmenté dans l'Union européenne. Ouais, c'est ça qui est un peu surprenant et vous le détaillez bien dans votre livre. Et vous l'avez déjà dit, la Russie de Poutine avait déjà utilisé l'énergie comme une arme politique. Comment expliquez-vous qu'il ait fallu la guerre en Ukraine pour que l'Union européenne réagisse et qu'avant, finalement, chacun restait de son côté ? Il y avait un narratif qui était très bien relayé dans l'Union européenne par ceux qui sont proches de la Russie, c'est la fiabilité de la Russie. Pour les crises de transit russo-ukrainiennes de 2006 et 2009, on nous disait mais pourquoi la Russie aurait-elle un intérêt à couper le gaz pour l'Union européenne, puisqu'il y a une interdépendance qui est symétrique. La Russie a besoin de nous, la Russie a besoin de nos devises. Donc la Russie ne peut pas mettre en danger son statut de partenaire fiable. Et donc on pensait que l'Ukraine pourrait être coupable. Et donc peut-être que la solution était de construire des gazoducs directs entre la Russie et puis ses plus grands clients dans l'Union européenne, à savoir l'Allemagne et l'Italie. Donc c'était le projet Nord Stream et South Stream qui est devenu Talk Stream par la suite. Donc voilà, il y avait un sort de narratif qui pourrait aujourd'hui même être envisagé sous la forme de la désinformation russe, d'une fiabilité, même pendant les phases les plus dures de la guerre froide. Donc le gaz russe a continué à couler dans l'Union européenne. Donc pourquoi la Russie de Poutine aurait un intérêt à détruire cette relation? Voilà, donc il y avait ce narratif qui était très puissant. Et puis après, les prix du gaz russe étaient imbattables. Et ça faisait partie donc de la stratégie d'invasion finalement du marché européen mise en place par Vladimir Poutine. Vous qualifiez la décision européenne de rompre avec le gaz russe de tournant historique. Qu'est-ce qui a rendu cette fois-ci cela possible, malgré, et on l'a vu, les divisions initiales et surtout les dépendances énergétiques qui sont très variées entre États européens? La situation bulgare n'est pas la situation espagnole. Oui, la décision a été prise très rapidement, c'était au sommet de Versailles, le 10 et 11 mars 2022, de rompre avec le gaz russe et avec l'énergie russe, puisque les chefs d'État se sont bien rendus compte. Donc acheter du gaz russe revenait à financer de manière indirecte la guerre en Ukraine. Or, l'Union européenne aidait en parallèle l'Ukraine. Donc c'était une double facture. Donc finalement, il y a eu une décision très rapide de sortir du gaz russe. Il y avait un calendrier qui était plus long que ce qui s'est passé finalement, parce qu'on avait un calendrier jusqu'en 2027. Et finalement, on a vu que Vladimir Poutine, en fait, il a décidé lui-même de couper très rapidement, parce qu'il a coupé le robinet. On le sait finalement assez peu, mais à partir du mois d'avril 2022 jusqu'en septembre 2022, il a coupé le robinet. Il a commencé par les plus faibles, donc la Bulgarie, ensuite la Pologne. Il a même coupé le robinet à la France au mois de septembre 2022. Pourquoi ? Parce que il a prétexté, comme d'habitude, il l'a pas fait de manière directe, il a prétexté un paiement de contrats gaziers en roubles. Or, les États membres ne pouvaient pas payer en roubles des contrats qui étaient libellés en dollars et les roubles étaient sous sanction. Donc, c'était impossible de payer ces contrats en roubles et de céder au chantage poutinien. Donc, puisque les États n'ont plus reçu
du gaz russe, la sortie a dû se faire bien plus rapidement et de manière assez ordonnée, puisqu'on n'a pas eu de crise gazière. Et pourquoi? Puisque l'Union a investi de manière très stratégique dans un certain nombre d'interconnexions entre les États pour permettre la solidarité européenne à se mettre en place. Donc, quand la Bulgarie a été coupée, il n'y a pas eu de crise gazière comme en 2009, puisque les États voisins ont pu lui envoyer du gaz. Et puis, on a pris un certain nombre de mesures très fortes, donc achat groupé de gaz, baisse de la consommation d'environ 20%, diversification massive, aussi des investissements massifs dans la rénovation thermique des bâtiments soutenus par le plan de relance et aussi beaucoup de renouvelables. Donc tout ça a fait qu'on n'a pas connu de crise sécuritaire. C'est ce qu'on appelle le plan REPowerEU, c'est ça? Exactement, c'est le plan REPowerEU qui a été donc décidé à Versailles et mis en musique par la Commission européenne à partir du mois de mai 2022. Et d'ailleurs, le nom de REPowerEU est assez extraordinaire parce que en fait, il veut dire qu'on veut redonner de la puissance à l'Union européenne grâce à cette rupture avec le gaz russe. Alors, il y a eu donc cette solidarité européenne qui a été mise à l'épreuve lors des crises énergétiques. On peut dire aujourd'hui donc que l'Union européenne en est sortie renforcée. On dit souvent que l'Union européenne se construit dans les crises, et ce qui est assez intéressant dans la question gazière, c'est la question de l'énergie, c'est que la Russie, qui a longtemps affaibli et puis divisé les Européens de manière très directe, a rendu possible l'union de l'énergie, puisqu'on s'entendait pas sur la Russie au niveau européen, et finalement très rapidement après l'invasion de l'Ukraine, tous les États, y compris la Hongrie, se sont mis d'accord pour créer pour donner corps à cette union de l'énergie. Ah, il y a aussi une autre chose. C'était aussi l'époque où il y a eu des sanctions contre la Russie. Beaucoup disent encore que ces sanctions ne sont pas efficaces. Pourtant, elles le sont. Oui, les sanctions sont efficaces, et c'est encore un narratif qui a beaucoup été utilisé par ceux qui font la promotion du régime poutinien. Il faut voir que les sanctions, on gagne pas la guerre avec des sanctions, bien entendu. Les sanctions sont là pour affaiblir l'économie russe, et ça se fait bien entendu dans la durée. On n'adopte pas des sanctions aujourd'hui et demain on a l'effet. Sur un certain nombre de sanctions, d'ailleurs, il y a eu des périodes de mise en œuvre plus longues pour permettre une adaptation, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui s'est passé à l'été 2022, c'est un chiffre qui a été beaucoup mis en avant. La Russie n'a jamais autant gagné de ses exportations gazières et de pétrole qu'à l'été 2022. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une crise qui a été provoquée par Vladimir Poutine. En coupant le gaz, il a fait exploser le prix de l'énergie dans l'Union européenne. Et parce qu'il y a eu une différence majeure entre une inflation des prix, et la demande. Et donc du coup, il n'a jamais gagné autant d'argent qu'à l'été 2022. Mais l'Union européenne, encore une fois, s'est mise en ordre de marche pour réduire la demande, pour faire plus de renouvelables, donc pour essayer justement de ramener les prix à un niveau réaliste, ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui on est à des prix beaucoup plus raisonnables, même si on a encore des prix supérieurs aux États-Unis et puis à la Chine. Mais là, en fait, il y a un point qui est essentiel et qui peut-être n'est pas assez présent dans le débat public, c'est la taxation de l'énergie, parce qu'aujourd'hui dans l'Union européenne, on a 30% du prix final de l'énergie qui est représenté par des taxes. Donc une question essentielle, c'est quel est le niveau de rentrée qu'on veut pour les budgets des États et quel est le niveau du prix de l'énergie qu'on pourrait juger acceptable pour la compétitivité de l'Union européenne. Vous revenez aussi dans votre ouvrage sur un élément qui est par exemple les achats groupés de gaz, comme on a fait les achats groupés de vaccins. Ça, c'est aussi une solution qui pourrait permettre de faire baisser les prix ? Oui, bien entendu, l'achat groupé, c'est une solution très astucieuse qui a été sous la table depuis très très longtemps. La Commission européenne en a parlé pour la première fois dans les années 70.
Alors pourquoi c'est astucieux? Puisque en fait on se fait pas la concurrence sur les marchés mondiaux pour des quantités limitées. Il faut savoir que le marché gazier est devenu un marché, on est passé d'un marché régional où on importait du gaz de Russie par gazoduc à un marché global où on achète essentiellement du gaz naturel liquéfié ou du gaz de gazoduc en provenance de la Norvège. Et donc sur ce marché global, si on se fait la concurrence entre Européens, donc on n'est pas coordonnés, donc encore une fois on est en concurrence comme on l'a été avec la Russie, on n'arrive pas à tirer le meilleur profit de ce marché. Donc il faut agir de manière coordonnée. Et c'est la raison pour laquelle ce mécanisme est très astucieux. Ah, il y avait aussi autre chose qui est développée. Certains craignent aussi que l'Europe ait gagné en autonomie énergétique, mais qu'elle dépendrait maintenant désormais d'autres partenaires, comme effectivement vous avez cité la Norvège ou le GNL américain. Est-ce qu'il y a pas ce risque finalement de changer de dépendance? Vous avez raison, la question, c'est celle de la dépendance, de l'autonomie, en fait, de l'autonomie stratégique. Aujourd'hui, la Norvège est le premier fournisseur de l'Union européenne en gaz. La Norvège est un partenaire de confiance. Il est membre de l'espace économique européen, donc on partage nos valeurs. La Norvège participe même dans le budget européen. Et les États-Unis sont devenus essentiels pour le gaz naturel liquéfié. Et les relations avec les États-Unis, certes, elles se renégocient tous les 4 ans, mais elles restent incomparables avec le chantage qu'on a pu subir de la Russie. Donc ça, c'est à très court terme, mais à moyen terme et à long terme, ça pose la question justement de la sortie du gaz et d'aller vers un marché de plus en plus électrique. C'est d'ailleurs la route de l'Union européenne, puisqu'à l'horizon 2030, on veut avoir 42,5% des renouvelables dans le mix énergétique européen. Et ensuite, on veut aussi faire davantage d'économies d'énergie. Et aujourd'hui, les puits pour faire les économies d'énergie est très important. Donc, on peut encore réduire notre consommation d'environ 30 à 40%. Mais cela, ça demande quand même beaucoup d'investissement et on sait qu'aujourd'hui, les États, notamment si on pense à la France, ont des difficultés à investir, lié à un endettement qui est pharaonique. Alors, est-ce que finalement, ce besoin d'investissement ne va-t-il pas nuire à ce changement stratégique? Vous avez raison de parler de ce que Mario Draghi nomme un mur d'investissement. Donc, on est face à un mur d'investissement. Mais la transition énergétique et puis l'autonomie stratégique ne doit pas être payée par les États. Il y a aujourd'hui dans l'Union européenne un projet qui est toujours en discussion entre les États justement, qui s'appelle l'Union de marchés et capitaux, c'est-à-dire la création au niveau de l'Union européenne d'un marché capital risque, pour qu'on arrête de financer la dette américaine, puisqu'aujourd'hui, les retraités allemands financent une partie de la dette américaine. Donc, il faut créer ce marché au niveau de l'Union européenne qui nous permettrait en partie de faire face à ce mur d'investissement. Et on dit que l'Union européenne se construit dans les crises. Donc, on voit avec les déclarations de Donald Trump, c'est un dossier qui est au Conseil des ministres, donc des États membres depuis 2014. Donc, peut-être qu'on arrivera aujourd'hui enfin à avoir un accord sur ce projet. Alors j'ai encore 2 petites questions. Par rapport aux renouvelables, il y a actuellement une dépendance de savoir-faire et de prix par rapport aux Chinois. Là aussi, il n'y a pas le risque d'une nouvelle dépendance, mais cette fois-ci liée à industriel par rapport à la Chine? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle dans mon livre le péril chinois. La dépendance n'est pas tout à fait la même puisqu'on importe des panneaux solaires et là l'électricité est produite dans l'Union européenne. Mais vous avez raison de pointer ce point parce que l'Union européenne restera un géant d'argile, géant au pied d'argile si elle ne prend pas en compte pleinement son destin énergétique et cela passe par une politique industrielle. Il y a une trajectoire industrielle qui a été définie, donc avec un objectif de produire en Europe 40% de nos besoins annuels en technologie verte. Donc on a une liste de 20 technologies vertes, y compris le nucléaire, d'ici à 2030. Mais le défi reste celui de la compétitivité, puisque le chemin est balayé, maintenant il faut le mettre en œuvre, et pour le mettre en œuvre, on a besoin de prix de l'énergie
abordable pour que les entreprises européennes puissent être compétitives. Et le renouvelable et l'énergie la moins chère, on le sait. Pour beaucoup de Français, le nucléaire est important. Est-ce que ce nucléaire rentre dans la stratégie de désintoxication vis-à-vis du gaz russe pour vous ? Alors, je crois qu'en France, on faut rappeler qu'on a 59 réacteurs en France. Oui, tout à fait. En fait, j'observe depuis de très longues années en France une grande dichotomie entre le nucléaire et les renouvelables. Pour ma part, je crois qu'elles sont complémentaires. Donc, il faut faire les deux. Et d'ailleurs, c'est le chemin que prend le plan REPowerEU. Donc, la Commission européenne a annoncé aussi une feuille de route pour le déploiement des réacteurs, des petits réacteurs d'ici 2030. Et puis, il y a aussi, j'en ai parlé déjà, les économies d'énergie. On en parle très peu. On focalise le débat public sur cette dichotomie entre le nucléaire et les renouvelables, et on oublie les économies d'énergie. Et j'en tiens beaucoup, puisqu'on peut bien sûr isoler les bâtiments, mais il y a aussi la possibilité de rendre nos bâtiments plus intelligents. Et là, on a encore le leadership technologique. Il y a des entreprises, y compris françaises, qui sont des leaders mondiaux dans les bâtiments intelligents. Et c'est là que la transition numérique, la transition énergétique se croisent. Et elles peuvent être complémentaires. Et pour conclure, Madame Revol, pensez-vous que la crise actuelle a réveillé un sentiment d'unité européenne autour des questions énergétiques, ou constatez-vous des divergences persistantes entre les États membres, surtout quand on pense aujourd'hui qu'avec l'élection de Trump et la montée, par exemple, des partis d'extrême droite, puissent remettre en cause les choix opérés pour sortir de la dépendance en Russie ? Je crois que la sortie de la dépendance envers le gaz russe est actée, parce qu'on a aussi un projet donc au niveau européen qui est inscrit dans les lois pour être le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Donc la trajectoire est celle de renouvelables, des petits réacteurs, des économies d'énergie. Mais on a dans la population un sentiment d'injustice sociale qui reste très fort et qui est nourri, encore une fois, par des influenceurs qui sont populaires dans leur communauté, qui sont très proches du discours russe, notamment sur l'inefficacité du marché européen de l'énergie. Et encore une fois, ce discours est là pour nous désunir, parce qu'on a réussi à nous unir autour de ce projet donc de sortie du gaz russe, autour du plan REPowerEU et autour d'une politique industrielle net zéro. Et puis maintenant, Vladimir Poutine veut à nouveau nous désunir, et il a trouvé le moyen du marché intérieur qui serait inefficace. Et donc, il faut expliquer que le marché, effectivement, c'était un marché qui était très volatile parce que c'est un marché à court terme. Vladimir Poutine a utilisé les faiblesses du marché européen qu'on a corrigées depuis, et on verra justement les corrections parce qu'on a apporté des corrections pour pouvoir faire des contrats à plus long terme, mais ces corrections, on le verra à partir de cette année justement. C'est important justement d'expliquer que le marché européen, c'est notre force, que ce soit dans le marché, dans les questions énergétiques ou dans les questions globales. Alors merci Madame Revol pour tous ces éclairages. J'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen », un ouvrage qui est donc publié chez Edith Jacob et surtout qui est d'une clarté sans nom, hein. C'est très simple à comprendre sur des sujets qui sont souvent complexes. Donc merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. Merci à vous. Radio Judaïka. Fréquence Europe, Olivier Singer.